Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez l'auteur du livre Dissimulation sur l'affaire Cahuzac. Il s'appelle Jean-Luc Barré. Messieurs, c'est à vous. Biographe exigeant de Jacques Chirac et de François Mauriac. Bonjour, bienvenue Jean-Luc Barré. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Pourquoi Jérôme Cahuzac ? Écoutez, d'abord parce que il se trouve que je le connais, j'étais son adversaire politique, mais ce qui m'intéresse peut-être le plus dans cette affaire, c'est son côté à la fois romanesque et politique. Romanesque parce que c'est du Mauriac, quoi, c'est du Balzac cette histoire avec une trame romanesque où il y a à la fois la province, l'argent, les femmes, le pouvoir, enfin des quantités d'ingrédients qui font que cette histoire d'ailleurs est un mystère, un réel mystère, reste un mystère en tout cas, un peu moins j'espère grâce à ce livre, et puis l'aspect politique parce que c'est un des grands scandales de la Ve République. Alors vous aussi vous êtes de Villeneuve-sur-Lot, la même ville, vous cherchez à comprendre l'engrenage d'un homme qui était admiré, qui était craint et qui est devenu une sorte de paria de la République. Et c'est en même temps l'histoire d'une destruction. Oui, c'est-à-dire que c'est d'abord l'histoire d'une grande ambition, d'une réussite fulgurante, incontestable à partir de 97 quand Jérôme Cahuzac entre en politique. Et puis il y a déjà les éléments de la destruction puisqu'il y a cette faute quelque part, ce compte en effet caché. Et à partir du moment où cette faute va apparaître, d'abord il y a un engrenage en effet qui dure pendant 13 ans. Pendant 13 ans, des gens essaient de tuer Cahuzac d'une certaine manière. Avec qui un homme qui s'appelle Michel Gonel, qui est son adversaire politique, qui détient contre lui une cassette, et puis à un certain moment, d'autres partenaires. La cassette qui va ressurgir 13 ans après. Alors, son procès doit avoir lieu en principe le 8 février pour fraude fiscale et blanchiment. Il sera probablement ce procès ajourné, car son avocat Jean Veil va soulever 2 questions prioritaires de constitutionnalité, de QPC. Est-ce que ça veut dire qu'il veut échapper à la justice ? Non, certainement pas. L'homme que je vois et avec qui je parle depuis des années maintenant n'a qu'une envie, c'est d'abord de répondre de ses actes et en aucun cas de se dérober, bien sûr. Alors, dissimulation au pluriel, ce sont des mensonges ou le même mensonge qui va être répété ? D'abord, dissimulation, ça veut dire qu'il y a pendant 13 ans quantité de gens qui dissimulent. Cette histoire est un jeu de masques avec plusieurs partenaires et puis il y a un mensonge, en effet, un seul mensonge, celui du mois de décembre, dont les raisons, je vous explique. Mais pourquoi ment-il ? Pourquoi il ment? Parce qu'il veut sauver sa vie d'une certaine manière. Ce 5 décembre, d'abord il est pris de court. Il ne sait pas que depuis 13 ans. Pourquoi il ne reconnaît pas qu'il y a ce compte? Enfin, pourquoi il ne l'a pas fermé tout de suite? Il ne le ferme pas tout de suite parce que le fermer, ça veut dire révéler qu'on l'a eu. Les repentis fiscaux aujourd'hui, on les connaît. Et qui plus est, il pense sans doute très naïvement que personne ne le saura jamais. Alors, un compte qu'il a nourri avec les laboratoires pharmaceutiques après avoir été dans le cabinet de Claude Évin, ministre de Michel Rocard. Et il est chargé de préparer la cagnotte spéciale, secrète pour Michel Rocard, dans le cas où il allait être candidat à l'Élysée. C'est ça. Alors, il est un de ceux qui le feront, puisque la somme n'est jamais que de 600 000 €, donc elle n'aurait pas suffi pour faire la campagne, mais il occupe un poste stratégique. C'est l'interlocuteur auprès des laboratoires pharmaceutiques, qui sont des pourvoyeurs, qui donc aident les campagnes. vous révélez, Jean-Luc Barré, que c'est un compte politique. C'est un compte politique. En tout cas, pour ce premier compte qui est ouvert entre 92 et 93, un élément important à noter, c'est que ce compte ne servira pas pendant 10 ans à Jérôme Cahuzac. Il ne s'en sert pas comme s'il ne lui appartenait pas. C'est quand même un élément très important. Et à l'époque, il n'y a pas de loi, il faut le rappeler, ou de règles sur le financement des partis et des campagnes. Et de quel montant? C'est 600 000. C'est 600 000 €. Ce n'est que 600 000. C'est important, mais 600 000. Ce n'est que 600 000, mais en même temps, Alors, notons quand même que c'est la même somme que l'on trouve sur son compte au point de départ et celle que l'on trouve à l'arrivée. Mais entre-temps, il va alimenter le compte avant de le faire passer de Suisse. L'erreur de Cahuzac, en effet, c'est d'avoir... à Singapour. Il y a une espèce d'erreur fatale qui fait que 200 000 € vont s'ajouter sur ce compte, à partir desquels il achètera un appartement, entre autres. Alors, les rocardiens, les socialistes qui savaient, parce qu'il y en a qui savent encore aujourd'hui, n'ont cessé de se taire. Et ils l'ont très vite abandonné. Oui, c'est une logique, d'ailleurs, c'est assez logique, c'est devenu une espèce de bouc émissaire en ça, mais évidemment, il y a un secret, en plus, il n'y a pas de preuve absolue, donc, le secret de Cahuzac... Et les noms sont connus? Les noms, en tout cas, moi je parle de personnes comme Yves Colmoud, par exemple, que je raconte une scène dans le livre assez significative, où Cahuzac le croise, et il a l'impression qu'une espèce peut-être de connivence entre eux possible, il le croise après les aveux. Mais Yves Colmoud n'est pas le seul, il y a... Non, il y a aussi Claude Évin, il y a aussi Tony Dreyfus, qui faisait partie du sérail rocardien et qui était chargé. Vous savez, le soir des aveux de Jérôme Cahuzac va dîner chez Tony Dreyfus, c'est pas tout à fait par hasard. 4 et 5 décembre 2012, il y a 2 moments politiques importants. Jean-Luc Barré, à l'Assemblée nationale, le ministre Jérôme Cahuzac déclare « Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant ni avant ». Donc devant les députés, il ment, alors qu'un ancien enregistrement va démontrer le contraire. Écoutez, il me dit une chose très claire, peu après ses aveux, il me dit « Tu penses bien que je n'ai pas menti sans me sentir couvert ». Mais couvert par qui ? Couvert en grande partie, à l'issue d'un entretien qu'il a eu avec François Hollande ce jour-là,
où François Hollande, d'abord, ne lui aurait pas posé la question les yeux dans les yeux en C'est-à-dire, direct. si est-ce je puis que dire. François Hollande l'a convoqué un jour à l'Élysée pour lui poser la question? Il n'est pas impossible qu'il ait pu le convoquer un matin. En tout cas, il l'a vu à l'issue du Conseil Il des n'est pas ministres. possible, ça veut Et- dire que vous ne savez pas. Ça veut dire qu'il est, en tout cas Jérôme aujourd'hui, Cahuzac, lui, prétend que ça ne s'est produit qu'une seule fois après un Conseil des ministres. Le président de la République était avec Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Et ils lui ont demandé la vérité. C'est vrai, c'est faux. il a dit- Enfin, voilà. il a répondu, c'est des conneries. Mais surtout, non, l'élément le plus important ce jour-là, c'est que François Hollande lui dit j'ai besoin de toi. Et ça veut dire quoi, j'ai besoin de toi? Ça veut dire que le plus important, c'est que tu restes au gouvernement, débrouille-toi, et puis j'ai besoin Non. de toi pour les lois de finances. Il a Pour dit les lois de finances. débrouille-toi. Non, Ah bon, pardon, bon. c'est une interprétation, mais j'ai besoin de toi, ça veut dire quasiment la même chose. Mais ça veut dire que, Ça veut- mais ça veut qu'il dire- ne le sait peut-être pas. Non, ça veut dire qu'il lui a pas posé la question les yeux dans les yeux, contrairement à ce qu'il dit. François Alors- Hollande dit dans une certaine version, il m'a menti. Et la version, je dis bien la version de Cahuzac, c'est que je lui ai pas menti puisqu'il m'a pas posé la question. Jérôme Cahuzac, prisonnier de son premier mensonge et du terrible secret, il est enfermé en quelque sorte dans son propre piège. Oui, il est enfermé, il en souffre, il en est conscient dès le premier instant. Ça, c'est pas un mensonge facile, mais c'est aussi, il faut bien voir qu'on a affaire à un homme qui a besoin de trouver un échappatoire d'une certaine manière. Et il pense en plus qu'on n'a rien contre lui, il n'y a pas de preuves. Et après, il D'où dira, l'histoire de Mediapart d'ailleurs, qui n'a pas de preuves réellement. mais qui sort des éléments. Qui sort des éléments, mais qui sont des éléments en partie faux, ou en partie contestables, ou en partie invérifiables. Vous racontez qu'il dira d'ailleurs, à peu près à cette époque, Jérôme Cahuzac, j'étais déjà mort, il ne le savait pas. Mais il va avoir une attaque de quelqu'un qui ne pouvait pas soupçonner sa propre femme, Patricia Cahuzac. Il y a deux choses qu'il ne soupçonnait pas, c'est l'histoire de la cassette, mais surtout la trahison de sa femme, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y avait entre ces deux êtres, si je puis dire, il y avait quand même un secret, il y avait presque une connivence sur le fait qu'il y avait un compte déjà en commun à l'île de Man, et que Patricia Cahuzac savait qu'il y avait un compte en Suisse, donc il était inconcevable qu'elle puisse le trahir au point où elle l'a fait, c'est-à-dire non seulement en le dénonçant, mais elle-même en ayant des comptes, avec toute la destruction que cela a Elle entraîné va dans la révéler famille. les secrets communs. Est-ce qu'il est Mais vrai elle va que... lancer des détectives, enfin elle va très Oui, loin. oui, mais justement, les détectives, est-ce qu'il est vrai qu'elle imite la signature de son mari, qu'elle lui fait payer le détective Ben, privé écoutez- qu'elle avait mis à ses trousses? C'est d'autant plus vrai qu'elle l'a avoué. Oui. Elle l'a avoué devant le juge, elle l'a avoué, et le détective, la brigade financière un jour s'interroge, demande à Cahuzac, mais alors vous avez utilisé un détective, et on découvre en effet que le chèque, la signature a été imitée par Le sa jour femme. des 60 ans Une de petite Jérôme... vengeance. Oui, Voilà. le jour des 60 ans de Jérôme Cahuzac, elle lui dit tu finiras seul et en prison. Mais ce qui est terrible, c'est qu'elle se perd avec lui. Elle le détruit, mais elle se détruit. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire, parce Et- qu'on peut comprendre à la limite la vengeance d'une femme qui se dit trompée, qui l'a sans doute été, mais elle va beaucoup plus loin que ça, puisque elle se détruit elle-même, et elle détruit, disons les choses comme elles sont, aussi une partie de la vie de la famille. Est-ce Donc, qu'il faut c'est un soupçonner- désastre incroyable. Est-ce qu'il faut soupçonner Jérôme Cahuzac d'avoir encore des trésors cachés? Écoutez, ça c'est une version qui avait été propagée très rapidement et qui a vite été oubliée par Mediapart, qui avait parlé de 12 millions, je ne sais trop quoi. Aujourd'hui, on sait très bien, au terme des investigations, que ça ne dépasse pas les 600 000 euros. Toute la vérité sur les commanditaires, les comparses, les dissimulations, etc. sortira-t-elle du procès? Ce n'est pas impossible. Tout dépendra de ce qu'est prêt à dire Jérôme Cahuzac. Je sens un homme aujourd'hui qui n'en peut plus de se taire en même temps. Oui, mais il est déjà jugé, non? Comme un symbole. Oui, enfin, le premier à s'être jugé, c'est lui d'une certaine manière. Il se juge très mal dans cette affaire. Il a sans doute raison, bien sûr. Oui. Merci d'être venu. Jean-Luc Barré d'être venu sur Europe 1 ce matin. Jean-Pierre, la politique, c'est le matin et le soir sur Europe 1. Deux rendez-vous donc ce soir, le Club de la Presse avec Jean-François Copé pendant 1 heure. Et puis dimanche, 10h, le grand rendez-vous avec vous. Jean-Pierre Raffarin comme invité, grand rendez-vous. Europe 1, iTélé et Le Monde. À dimanche, Jean-Pierre.